ou italien. J'ai maintenant le plaisir de présenter Sarah Savastano du FIDA pour présenter Veronica. And let me just emphasize, it's going to be a multilingual moment. So the performance is in French, but afterwards, again, the discussion can be in English. You can speak in whatever language you're comfortable. Well, these three languages, because I think Veronica speaks English, Italian, Spanish, and French. So do feel free to speak in the language you're most comfortable with. And at this point, Sarah, to you, Sarah. Thank you, Chitra. Merci, Chitra, et bonsoir à toutes les femmes du WIN. Good evening to all the women of WIN, and welcome to this special night. It's only 1 week that, not even 1 week, that Rome here in Italy has started the third lockdown. And I think it's important that we take one moment to stop. And I'm speaking in English, sorry. C'est déjà une semaine que Rome, ici en Italie, a commencé la 3e période de lockdown et c'est très difficile pour nous. Et donc, je crois que c'est un moment très important de s'arrêter quelques instants et de se relaxer parce que nous avons tous besoin d'un moment de break et cette nouvelle vie que nous venons de vivre, non seulement toutes les challenges du Covid, tous les défis du nouveau travail et de rester toute la journée devant l'ordinateur, c'est le moment de nous reposer, c'est le moment d'être ensemble, d'être toujours plus unis comme femmes et comme êtres humains. Et c'est avec un très grand plaisir que je vous présente Veronica Pensosi, qui est notre storytelling de ce soir. Et je vais vous avouer que c'est moi qui a présenté Veronica à Chitra parce que j'ai toujours pensé que Veronica aurait été un grand atout pour le WIN, pour l'association WIN, pour présenter, pour transformer des rencontres qui sont à moitié professionnelles et aussi culturelles et sociales, aussi introduire une soirée culturelle avec l'expérience que Veronica peut partager avec nous et aussi avec sa grande professionnalité qui pourrait être aussi l'objet de beaucoup of a variety of, that could be applied to a variety of sector, also the one where we work with. Je suis désolée, j'ai fait le lycée français Le Châteaubriand. En théorie, je parle français, mais la vérité, c'est que ça fait 20 ans que je ne parle pas couramment français. Donc, ce que je parle, c'est l'italien traduit en français. Et en plus, je mixe avec l'anglais. Donc, à la fin, c'est difficile de trouver de parler couramment. Donc, je vais vous dire quelque chose sur Veronica, qui est une très grande amie, une amie d'enfance. En effet, nous nous sommes connus au lycée Chateaubriand en 8e. Veronica est moitié italienne et moitié espagnole, mais nous avons, comme beaucoup de personnes ici à Rome, étudié au lycée Chateaubriand et donc nous avons étudié au lycée français. Veronica raconte depuis toujours, depuis que nous nous sommes rencontrés. Elle raconte films, livres, même les matières que nous avons étudiées ensemble. C'est une storytelling en état pur. En effet, elle l'était depuis qu'on était petite, depuis qu'on avait 8 ans. Après avoir fait le lycée français, elle fait des études universitaires entre Rome et Madrid. Elle a une première maîtrise en journalisme auprès de l'Université Complutense de Madrid et une deuxième maîtrise cum laude en philosophie et littérature auprès de l'Université La Sapienza de Rome, toujours en storytelling. Elle commence à travailler à la FAO pendant 7 ans dans le secteur de la communication. Elle est basée à Rome. Et elle part 2 ans et demi à Nairobi avec TCER. Elle nous racontait alors ses aventures africaines et son amour pour Karen Blixen. En 2008, elle va vivre en Espagne et travaille 8 ans pour une fondation d'entreprise, la fondation Orange, en appliquant sa capacité de storytelling pour plaidoyer en faveur du social et sensibiliser la société sur l'autisme. En 2018, 10 ans après, elle a le courage de commencer à construire son rêve, éduquer avec le storytelling et se dédier complètement à la divulgation culturelle.
Elle lance le projet Te cuento una vida. C'est son propre projet, c'est son idée, c'est soi-même. Elle commence à voyager en Espagne avec ses récits de vie pour sensibiliser et éduquer avec des pièces narratives qu'elle compose. Des pièces souvent dédiées à des grandes femmes et en faveur de l'égalité des sexes. Elle prend un risque et quitte la sécurité du travail pour construire son rêve narratif. C'est un chemin difficile étant donné qu'un projet culturel n'est pas évident et c'est aussi un risque. Petit à petit, son rêve prend forme et avec une grande dédication et voyage entre bibliothèque et école. Pourtant, la situation du Covid remet tout en question. Les actes en direct deviennent impossibles. Elle commence alors à enseigner storytelling dans plusieurs universités espagnoles et à mettre ses connaissances de storytelling au service des organisations dans le secteur du bénévolat d'entreprise et des organisations internationales. J'ai donc pensé qu'elle pourrait partager une histoire de femme qui illumine, racontée par une femme qui illumine. Juste la semaine dernière, nous avons fêté le 8 mars. Je vous invite à oublier un peu vos problèmes pendant 1 heure pour écouter une histoire qui peut vous inspirer. Je vous invite à écouter Véronica qui va vous inspirer. Et bonne soirée tout ensemble. À toi, Véronica. Merci, merci à tous. Je vais vous mettre en silence afin que nous puissions vivre ce moment ensemble. Il était une fois, il y a longtemps, très très longtemps, un moment dans la société dans laquelle tout le monde se réunissait autour du feu. En fait, on partageait plusieurs problèmes, on partageait des grands problèmes, des problèmes sociaux, le début de la société, de la religion. Mais puis après, pour une raison mystérieuse, peut-être la radio, peut-être la télévision, peut-être les films ou peut-être les séries, les enfants nous ont volé les histoires. Et nous, qui sommes malades depuis toujours de storytelling, nous avons commencé à nous raconter nos problèmes. Moi, je te raconte mes problèmes, toi, tu me racontes tes problèmes. Et maintenant, nous avons un énorme problème, qui est le problème du Covid. Et donc, tout le monde raconte ses problèmes autour du Covid. Mais je te raconte une vie. Ce que je désire en ce moment, c'est pendant la prochaine heure, vous donner à nouveau le plaisir d'écouter une histoire. Comme quand nous étions petits, peut-être vous vous rappelez de votre grand-mère, de votre grand-père. Écoutez une histoire qui est composée pour les adultes. Et donc, étant donné que nous ne sommes pas habitués à écouter les histoires, nous continuons à penser à nos problèmes, nous avons les portables, nous nous levons, nous bougeons, etc., etc. Mais les histoires marchent lorsque tout est en pause. Seulement comme ça, la magie du storytelling peut marcher. Peut-être, pendant 1 heure, nous pouvons oublier tous nos problèmes. Peut-être même, une histoire peut nous apporter une solution à un des problèmes que nous avons. Et donc, si vous pouvez, pendant la prochaine heure, oublier le monde et comme des petits enfants, écouter encore une histoire. Je voudrais vous raconter une histoire de 3 femmes, dont vous vous souciez guère. 3 femmes qui sont des femmes qui ont vécu le siècle dernier et que peut-être vous ne connaissez même pas. Et je prétends, parce que je suis ambitieuse, qu'à la fin de cette heure, ces femmes, elles deviennent vos amis imaginaires. Elles vous chuchotent à l'oreille. Elles vous chuchotent des devises de vie qui peut-être peuvent vous aider. Peut-être vous ne les connaissez même pas. Peut-être tout le monde connaît Marilyn Monroe, la grande diva américaine que nous voyons ici avec son étole et sa fourrure. Parce que quand on était petit, on nous montrait des livres avec des images. Et aussi cette histoire va avoir quelques images. Peut-être quelqu'un reconnaît cette femme mince avec un turban sur la tête qui s'appelle Karen Blixen. Peut-être vous avez lu La ferme en Afrique ou vous avez vu le beau film de Sidney Pollack qui s'appelle Out of Africa avec Meryl Streep et Robert Redford. Sûrement, peu de vous connaissent la 3e, Carson McCullers, cette femme aux cheveux courts qui regarde la caméra d'une façon surprise. Pourquoi vous racontez la vie de ces 3 femmes?
En fait, c'est une coïncidence. C'est la naissance de Te Cuento una Vida. À l'université de Séville, on m'avait demandé de préparer une histoire sur une femme qui m'inspirait. Moi, comme disait Sarah, avec les FAO, j'ai vécu 2 ans et demi en Nairobi. J'adorais Karen Blixen. J'avais lu La ferme africaine lorsque j'étais petite. Tout de suite, je suis allée à sa maison et je désirais raconter sa vie. Mais impertinente apparaissait 1 et 2 fois cette photo qui montrait en fait Marilyn Monroe qu'aussi j'appréciais. Lorsque j'étais petite, moi j'ai grandi en Italie, je l'appelais la donna burrosa, la femme au beurre, parce que j'avais envie de la manger. Elle me semblait comme si elle était faite de lait, comme ça, elle me semblait étrange. Et je connaissais aussi sa vie. Et puis j'avais lu beaucoup de livres de Carson McCullers, qui écrit des petits livres, des bijoux de la littérature, toujours en faveur des Africains noirs des États-Unis qu'elle connaissait vraiment du fond du cœur parce que c'est une écrivaine du Deep South, du profond sud des États-Unis. Je pensais au début à un photocall parce que de grandes écrivaines, de grands intellectuels avec une diva, rien à voir. Et pourtant impertinentes apparaissaient 1 et 1 autre fois des photos différentes. Il paraissait qu'il y avait un dîner. Lorsqu'on commence à raconter, je dis toujours que c'est l'histoire qui t'amène. Et j'ai commencé à rechercher. J'avais alors découvert que Karen Blixen, qui avait 74 ans, elle était en fait une espèce de monument vivant des lettres au Danemark. Et le problème, c'est que lorsqu'on est un monument des lettres, les gens ne savent même pas si on est vivant ou on est déjà mort. Elle n'aimait pas être au Danemark parce qu'elle était un peu oubliée. Et à un certain moment, la fondation Ford l'invite aux États-Unis. Elle a envie d'aller aux États-Unis. Ça peut lui donner du succès, ça peut lui donner de la visibilité. Elle prend l'avion avec sa secrétaire et elle arrive aux États-Unis. Là, elle désire rencontrer plusieurs personnes. Elle désire rencontrer Carson McCullers. Elles s'admirent beaucoup toutes les deux. Elles ont écrit des romans parallèles et elles se sont lues beaucoup. Et puis, elle désire aussi rencontrer Marilyn Monroe. Pourquoi est-ce qu'elle désire rencontrer Marilyn Monroe? Qui sait pourquoi? Peut-être parce que elle aussi, elle pense cette histoire qu'on nous racontait, miroir, miroir au bois d'ébène. Dis-moi, qui est la plus belle du royaume? Peut-être elle voulait connaître la femme la plus belle du monde. Et voilà que Marilyn Monroe lui est présentée. Carson McCullers organise un dîner à la maison. Un dîner où aussi Arthur Miller, le mari de Marilyn Monroe à l'époque, assiste. C'est un dîner dont on a beaucoup parlé dans le gossip littéraire. Il paraît qu'elles ont fini par danser sur la table et tous les écrivaines ont rappelé ce dîner dans des articles et des souvenirs. Mais vous n'êtes pas venu ici pour écouter cette histoire. Je me demandais 1 et 1 fois, ces 3 femmes si différentes, pourquoi elles se sont désirées? Pourquoi elles se sont voulues connaître? Pourquoi elles se sont rencontrées? Et donc, j'ai commencé à rechercher un peu ce que je connaissais de leur vie. Je connaissais plusieurs choses. Toutes les 3, elles avaient changé souvent d'identité. Elles avaient eu beaucoup de succès dans le côté professionnel, peut-être un peu moins dans les amours. Aucune des 3 avait été mère. Elles avaient connu le prix du succès. Et je commençais un petit peu à tirer du fil. Et toujours, lorsqu'on écrit une histoire, à demander des éléments. Et voilà que Karen vient à mon aide. Parce que lorsqu'elle était à la fondation Ford, elle a dû donner un discours. Et le discours qu'elle a donné s'appelait On Mottos of My Life. Elle disait en fait que toujours elle avait été aidée par des devises. Elle disait que les devises étaient des mots de pouvoir comme les mantras maintenant, qui étaient beaucoup utilisés par les nobles. Même certains nobles l'écrivaient sur les blasons, sur leurs écus héraldiques. Et donc en fait, elle dit qu'il est nécessaire d'avoir des devises pour continuer à vivre et pour trouver des phrases qui souvent peuvent nous aider. Et donc elle partage lors de sa conférence les 5 devises qui composent sa vie. La première est étrange, surtout étrange pour une femme, et surtout étrange pour une femme de l'époque, parce que la première devise de son enfance, c'est Sicut aquila juvenescam, comme un aigle, je dois grandir, non pas comme un cygne ou comme une gazelle, qui peut-être était plus appropriée à une femme de l'époque, non, comme un aigle,
L'aigle est ambitieuse et elle se jette sur la proie lorsqu'elle a un objectif. Allons rechercher alors ce que ces 3 femmes avaient d'aigle dans leur enfance. 3 enfances très différentes. Tane, chérie, parce qu'en fait elle était riche et noble. Karen Blixen, née avec le nom de Tane, un nom qu'elle a toujours détesté. C'était la façon dont on l'appelait lorsqu'elle était petite à la maison. Elle naît au Danemark en 1885. En fait, à l'époque, lorsque tu étais noble et tu étais femme, tu avais un destin. Et le destin était tenir la bouche bien fermée pour boire le thé, à 5 heures le dîner, avoir un corset bien étroit qui ne te permettait même pas de respirer, et avoir des conversations snob avec les personnes qui venaient à la maison. Et Tane, depuis le début, déteste ceci. Elle ne se sent pas du tout bien et elle préfère souvent aller à la cuisine, espionner les domestiques qui sont plus libres par rapport à elle. Grâce à Dieu, elle a une bonne relation avec son cher papa, qui est un peu vagabond, vient et va quand il veut. Mais lorsqu'il vient, il porte Tane courir dans la nature. Alors elle chasse, elle s'habille en homme et elle est totalement libre. Mais la douleur sonne tôt à la porte de Tane, parce que lorsqu'elle a 10 ans, elle trouve son papa pendu dans le salon, mort, suicide, on ne sait pas trop bien pour quelle raison. Alors Tane doit retourner à son corset étroit et à ses dîners insupportables. Et comme un aigle, alors elle commence à rêver comme un aigle. Et c'est l'art qui va lui porter une bouchée d'air fraîche, parce qu'elle commence à prendre le train pour Copenhague tous les matins, et elle commence à peindre. Et dans la peinture, elle trouve la créativité dont elle a besoin pour supporter ce milieu étouffant dont elle est née. Et dans un autre endroit, dans un autre temps, une autre femme, future écrivaine, née, juste au Deep South, dans le sud profond des États-Unis. Elle naît en 1917. Elle s'appellera Carson McCullers, mais elle naît aussi avec un autre nom, Lula Carson Smith. À différence de Karen, elle n'a pas beaucoup d'argent. Son père est horloger. Et comme Karen, c'est une fille étrange qui ne s'intègre pas dans le milieu où elle est née. En fait, elle appartient au Deep South et la chose qu'elle doit faire, c'est aller au dîner tous les dimanches, à l'église tous les dimanches, écouter ces chants d'église qu'elle ne supporte pas. Parce qu'elle, c'est une grande fille maigre, sauvage, avec un corps androgyne. Elle ne s'intègre pas. Elle est timide, elle est fermée. Elle aime lire et jouer du piano. Et elle aime surtout courir avec les noirs et voilà, et être libre aussi. On l'appelle aux États-Unis les tomboys, ces femmes qui en fait ne sont pas féminines, mais qui aiment courir comme des folles dans la nature. La mère comprend qu'elle a eu une fille étrange et en fait, elle l'invite à étudier le piano. Comme un aigle, le piano aussi va être son rêve. Lula veut sortir de l'endroit étouffant où elle est née. Elle veut sortir avec tout son âme, mais elle n'a pas d'argent. À un certain moment, une grand-mère meurt et elle lui laisse en héritage une bague avec une émeraude. C'est en vendant cette émeraude qu'elle trouve un passeport pour la liberté, mais non pour aller jouer le piano, sinon pour s'inscrire à une école d'écriture à New York, où elle doit payer moins. Et donc, comme un aigle, elle trouve aussi son objectif. Et à une autre époque, dans un autre endroit, une fille belle née, une fille si belle qu'on a envie de la manger, une fille qui semble du beurre depuis qu'elle est toute petite, une fille qui s'appellera Marilyn Monroe, mais qui naît juste au cœur du cinéma avec un autre nom, Norma Jean Baker ou Norma Jean Mortensen. On ne sait pas qui est le père de Norma Jean. Et quant à sa maman Gladys, trop jeune pour se charger de cette fille, elle la laisse souvent chez des copains pour partir, pour s'amuser. Et elle, Gladys, sa maman,
adore le cinéma. En fait, elle coupe les négatifs chez la Consolidated. Et elle a appelé sa fille Norma Jean en honneur à Jean Harlow, qui est son actrice préférée. Mais c'est une femme avec des profonds problèmes de schizophrénie. En fait, elle commence à entrer, Gladys, dans les maisons, les psychiatriques, et elle n'est pas capable d'élever cette petite fille qui passe de foyer d'accueil en foyer d'accueil. En fait, elle veut simplement qu'on l'aime, la petite Marilyn. Elle désire simplement quelqu'un qui lui donne cette affection que Gladys, à cause de ses problèmes mentaux, n'arrive pas à lui donner. Rien d'aigle en elle, plutôt de gazelle ou de cygne. Mais il y a quelque chose dans Marilyn qui grandit comme un aigle. C'est une sensualité étrange, une sensualité qui touche les hommes dans les foyers d'accueil dans lesquels elle arrive. C'est presque un ennemi, l'aigle de Marilyn. Parce qu'en fait, cette fille qui recherche attention et amour recevra souvent des hommes, des attouchements inappropriés, des blessures, des choses totalement inappropriées pour une jeune fille qui provoquent en elle agression sexuelle, blessure intérieure et honte. Mais aussi, petit à petit, comme un aigle commence à naître le rêve du cinéma. Lorsqu'elle est dans un orphelinat, au dernier étage, elle voit le réservoir d'eau de la Consolidated et elle commence à rêver d'embrasser Clark Gable comme Jean Harlow, elle, qui peut être belle exactement comme Jean Harlow. Ah. Pour les femmes et les hommes qui rêvent, Karen Blixen a une deuxième devise, une devise très importante. C'est la devise du courage, c'est la devise de la jeunesse. Et c'est navigare necesse est, vivere non est necesse. Naviguer est nécessaire, vivre n'est pas nécessaire. Ce fut Pompée qui donna cet ordre audacieux à ces timides marins siciliens qui refusaient de naviguer contre la tempête pour apporter du blé à Rome. Les jeunes, dit Karen, aiment les paradoxes, et la phrase de Pompée est contradictoire, car pour préserver notre vie, il faut la mettre en risque. Nous entrons alors en ce que les coachs appellent quitter la zone de confort. Mais moi, je préfère le raconter d'une autre façon. Je préfère citer une écrivaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Clarissa Pinkola Estés. C'est une psychanalyste mexicaine qui soigne ses patientes en lui racontant des histoires. Et une des premières histoires qu'elle lui raconte dans le très beau livre qui s'appelle Femme qui court avec les loups, c'est en fait le fait qu'une femme qui a du courage ne doit pas ne pas pénétrer dans la chambre de Barbe Bleue. Une femme qui a du courage doit pénétrer dans le secret de son essence et doit mettre en risque la forme que le destin au début a voulu lui donner. Donc, pour conserver notre vie, souvent, on doit tout risquer. Et c'est la façon dans laquelle, la seule peut-être, dans laquelle s'obtiennent véritablement les rêves. À l'époque, il y avait une façon très facile de tout risquer et de sortir de l'ambiance étouffante de son enfance. C'était le mariage, non par amour, mais par convenience. Et c'est dans le mariage que nos trois protagonistes vont trouver une façon de s'échapper. En fait, notre Karen Blixen, notre première protagoniste, elle était une femme étrange. Les hommes ne l'appréciaient pas beaucoup parce qu'elle avait trop de caractère. Mais il y avait ce jeune noble qui s'appelait Bror von Blixen, qui était baron, qui en fait l'adorait. Elle le demanda en mariage plusieurs fois. Pendant 2 fois, Karen répondit « Non, non, je n'ai aucune intention de te marier. » Mais la 3e fois, Bror, plus intelligent, lui proposa d'émigrer au Kenya, où il avait acheté une propriété. Ah, si nous allons au Kenya, si nous allons au Kenya, si nous allons au Kenya, j'accepte. Alors, Karen part pour le Kenya, où elle trouvera absolument sa joie et son identité. Elle part en fait comme si c'était une jeune mariée timide qui va à la rencontre de son propre destin.
Et le destin, en fait, c'était celui d'être une fermière. Dans la ferme africaine, juste dans la première page, elle écrit cette belle phrase. À midi, l'air semblait vivant sur la terre, comme une flamme qui ondulait et brillait, reflétant et dupliquant tous les objets. Là-haut, vous respiriez à l'aise. Ah, ah, et absorbiez sécurité et légèreté de cœur. Dans les hautes terres des collines de Gong, vous vous réveilliez le matin et vous vous répétiez « Je suis bien là où je me dois d'être ». Mes chers amis, je pense que chacune de vous a eu un moment dans la vie dans lequel elle pense profondément que le destin a été généreux avec elle. Je suis bien là où je me dois d'être. J'aimerais que dans ce moment difficile, nous nous rappelions de ces endroits, de ces moments heureux de notre vie, dans lesquels le destin nous place justement là où nous méritons d'être. Et Karen, après tout, elle voulait être libre. Elle voulait être maître de son destin, maîtresse de son destin. Et elle voulait gérer une ferme en Afrique en ayant un dialogue profond et sincère avec les Noirs, qu'elle regardait bien sûr avec ce regard de colonialiste, mais avec une ouverture par rapport aux autres colonialistes. Elle a écrit de très belles paroles sur l'orgueil du peuple noir. Et aussi, notre deuxième protagoniste va trouver dans le mariage la solution. Lula, lorsqu'elle arrive à New York, elle connaît un très beau militaire qui s'appelle Reeves McCullers et qui lui propose en mariage. Et ils vont faire un pacte entre écrivains, parce qu'aussi Reeves veut être écrivain. La première année, Carson McCullers a le droit d'écrire et Reeves va se charger de maintenir la famille. Et la deuxième année, Carson va se mettre à travailler et Reeves va se charger à maintenir la famille. Mais à nouveau, nous nous retrouvons au moment dans lequel le destin te place où tu dois être. Et Carson reçoit une sorte d'épiphanie. Elle a cette image étrange d'un muet, très aimé dans le Deep South, le petit village où il appartient. Tout le monde s'approche à lui, étant donné qu'il est si gentil et si bon dans le visage. On commence à lui raconter tous les problèmes, tous les problèmes, tous les problèmes. Et lui, il écoute, il essaye de lire les lèvres. Il écoute, il sent, regarde les gens dans le cœur et il les sent profondément. Mais à l'intérieur de lui, il se demande, est-ce que quelqu'un s'intéresse à moi? Est-ce que quelqu'un se demande pourquoi je ne parle pas? Et voilà que Carson commence à parler de ce dont elle a parlé dans tous ses romans. C'est la solitude que nous ressentons lorsque nous aimons et nous étons aimés. C'est cette solitude qui nous enferme dans l'image que l'autre se fait de nous et qui ne correspond pas du tout à nous. En tout cas, elle écrit ce petit sujet, elle l'envoie à une éditoriale et l'éditoriale l'achète et décide de parier sur ce projet. Elle met 3 ans pour écrire The Heart is a Lonely Hunter, un des plus beaux romans que j'ai lus de ma vie. Et après 3 ans, son mari découvre qu'en fait, il est le mari d'une femme fameuse. Et il ne le vit pas avec légèreté de cœur. Et il se fâche. Et dans un autre endroit, à une autre époque, une autre femme aussi cherche dans le mariage une solution à ses problèmes. Une jeune femme qui a appris à maîtriser cet aigle de sensualité qui grandit à son intérieur et qui a appris à utiliser cette sensualité à son bénéfice. Une femme qui a toujours désiré être aimée parce que personne ne l'a aimée lorsqu'elle était petite. Une femme que dans le quartier on l'appelle la girl parce que lorsque les hommes la voient passer, ils disent Mmh et ils deviennent fous. Lorsqu'elle a à peine 16 ans, l'âge minimum de mariage, un jeune Jimmy Dougherty, qui est un voisin, tombe amoureux d'elle. Et elle, pour être libre, elle se marie aussi. Et le destin, qui la met juste au bon endroit pour que le destin la rencontre,
décide que c'est un moment de guerre, 1942, que les hommes doivent aller à la guerre à lutter et que les femmes, en fait, ce qu'elles doivent faire, c'est l'économie de guerre, travailler dans des usines pour construire, dans ce cas, des parachutes pour les guerriers qui bataillent sur le front. Un jour, un photographe passe par là. Il veut faire des photos pour maintenir haut le moral des troupes. Il fait cette photo à Marilyn que vous voyez ici et la caméra, simplement, tombe totalement amoureux d'elle. La beauté des rêves qui deviennent réalité. Mais nous savons quel est le prix d'un rêve. Nous savons quel est le prix de la réalité. C'est donc là que Karen Blixen nous donne sa troisième devise. Je répondrai. Écrit en français, en vieux français. C'était en fait la devise qui était écrite sur le blason de Dennis Finch-Hatton, interprété par Robert Redford dans le film. C'était la devise de son écu nobiliaire. Et Karen a toujours signé ses lettres pendant des années « Je répondrai ». Elle aimait beaucoup cette phrase parce qu'elle disait que les femmes courageuses commencent à avoir un dialogue sincère avec le destin. Mais le problème de la vie, c'est que toi, tu dis quelque chose, toi, tu poses une question au destin, mais le destin, il répond ce qu'il veut. Il peut te répondre avec un cadeau ou il peut te gifler. Et c'est aussi, dit Karen, je répondrai, un facteur éthique. C'est la nécessité de rendre compte de toutes tes actions, de toutes tes paroles, de tous tes regards. Même si à la fin le résultat est exactement le contraire que tu avais dans le cœur et dans tes intentions. C'est la responsabilité que tu as envers la vie. Et c'est le début de devenir mûr et de devenir adulte. Au début, bien sûr, lorsqu'on commence à avoir un dialogue sincère avec la vie peut continuer à nous donner des cadeaux. Par exemple, le cadeau que la vie donne à Karen en lui permettant de rencontrer son véritable amour, parce que Bror n'avait pas été son premier mari, son véritable amour. Bror, en fait, lui avait même donné une syphilis qui l'accompagna toute sa vie. Mais voilà qu'arrive le noble Dennis Finch-Hatton, interprété par Robert Redford dans le film. Et avec Dennis, elles se sent complètement à l'aise, elles se sont contentes, elles se sentent joyeuses. En fait, Dennis lui donne son troisième nom. Son premier nom a été Tane. Son deuxième nom a été la baronne von Blixen. Et son troisième nom, un nom intime, parce que Dennis est capable de lire son âme, c'est le nom de Scheherazade. Karen était toujours une grande narratrice. Dennis entrait et sortait de la ferme africaine quand il voulait. Mais lorsqu'il venait dans la ferme se colorait et brillait. À la fin du dîner, Dennis demandait à Karen une histoire. Nous voyons cette scène dans le film, très belle. Karen s'asseyait à ses pieds et Dennis lui disait « Scheherazade, raconte-moi une histoire ». Et Karen commençait à raconter et découvrait sa propre essence. Mais les rêves, mes chers, vous savez, ont un prix. Et peut-être quelqu'un de vous qui a eu la possibilité de lire La ferme africaine ou Out of Africa sait parfaitement que la première phrase du roman, c'est I had a farm in Africa. I had, je possédais. C'est imparfait, ce passé qui est une perte. Quelque chose qu'on avait et qui nous a été arraché, quelque chose que nous avons perdu. 1913, 1931. Pendant des années et des années, Karen va lutter pour sa ferme africaine. Mais pourtant, la ferme, elle était dans un endroit inapproprié pour la culture du café, à une altitude trop élevée et avec un sol qui était trop acide. La ferme commence alors à engloutir toutes les ressources des deux familles au Danemark, la famille des Van Blixen et la famille de Isaac Dinesen. De plus, Tane n'arrive pas à maintenir la ferme avec toutes les dettes et les dettes. Et lorsque 1931 arrive, elle doit renoncer à la ferme et perdre tous ses efforts
pendant des années et des années. Mes chères sœurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion que lorsque la malchance arrive, elle arrive tout à la fois. Et lorsque la vie veut nous frapper, c'est comme si elle nous frappait avec des coups de poing tous à la fois. Parce que cette même année, en 1931, l'avion de Dennis Finchadon a une panne et tombe. Et Karen, après avoir perdu la ferme, perd aussi l'amour de sa vie. Dans la ferme africaine, elle raconte comme elle prit Farah, son fiel servant, et alla dans les collines de Gang, dans lequel Dennis voulait être enterré, à chercher un endroit pour qu'il puisse reposer. Elle raconte comme c'était une journée de brume, et la brume semblait faire écho à sa grande tristesse pour la perte de son aimé. Elle monta avec Farah, et à un certain moment, elle vit un petit point rouge qui était sa chère ferme africaine. Elle décida d'enterrer Dennis juste là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du dernier photogramme de Out of Africa, mais les Kikuyu lui racontaient en fait qu'un lion et une lionne venaient se reposer juste sur la tombe de Dennis. Étant donné que quand la tristesse arrive, il ne faut jamais s'accrocher à elle, on va passer à une vie, une autre vie, la vie d'une autre rêveuse qui peut-être nous rendra un peu la bonne humeur et la capacité de rêver. C'est elle, notre petite Norma Jean, qui bientôt s'appellera Marilyn Monroe, mais qui à l'époque s'appelle encore Norma Jean et puis encore Caroline, qui est notre nom d'art qu'elle a eu. Oh, elle continue à se faire photographier, elle continue à regarder le futur souriante, imaginant peut-être qu'elle va devenir une grande actrice comme Jean Harlow, qui a toujours été son rêve. Et voilà qu'elle travaille. Parce que le rêve a aussi un prix. J'aime beaucoup cette photo parce qu'entre ces deux images, il y a 7 années de travail. Pensons à toutes les heures qu'il a fallu à la petite Norma Jean pour se transformer en Marilyn Monroe. Pensons combien d'heures elle a passé à se regarder au miroir, à espionner chaque geste, à imiter toutes ses idoles cinématographiques, aller à des cours de danse, apprendre à s'habiller, apprendre à parler, apprendre à réciter. Petit à petit, le personnage de cette blonde parfaite commence à prendre forme, avec même plusieurs opérations esthétiques et plusieurs changements de coupe de cheveux. Elle a tellement choyé la créature qu'elle construit avec le nom de Marilyn Monroe que cette créature, pour elle, va devenir dangereuse. Mais son dévouement pendant 7 ans est complet et total. Et la création de Marilyn Monroe, qui n'est pas facile, est en fait une grande création d'une femme extrêmement intelligente. Et voilà qu'en 1953, mes chers, Marilyn Monroe naît. Mesdames et messieurs, bienvenue au mythe de Marilyn Monroe. Et elle aussi, alors, elle chante à la lune sa chanson. Et un autre homme lui répond, un homme qui va lui proposer un amour véritable. Elle, qui est une femme image, va chercher un homme image, la soubrette et le sportif, Joe DiMaggio. Aussi, l'idole du baseball, le roi des athlètes et la plus sensuelle des actrices. Une relation, en fait, qui n'est que glamour. Joe DiMaggio était un grand athlète, mais il était aussi un homme très traditionnel d'origine sicilienne. Il se passionne pour Marilyn en voyant une photo de Marilyn Monroe et il parvient à la rencontrer et il tombe amoureux. Mais même s'il marie une star, il rêve en fait à la maison d'une femme calme, chaleureuse, comme sa maman, comme la sua mamma siciliana, et il gère avec beaucoup de difficulté la grande renommée de Marilyn Monroe, qui est en fait plus fameuse de lui et qui souvent l'éclipse. La fin de cet amour est très connue dans les chroniques d'Hollywood, parce que le mariage ne dure pas longtemps.
Et la fin de cet amour, c'est en fait lorsque Marilyn tourne la fameuse scène de 7 ans de réflexion ou 7-Year Itch. En fait, en pleine rue à New York, pendant une nuit entière, Joe doit supporter les commentaires des passants qui regardent les jupes au vent de sa femme qui montre ses jambes et ses culottes. Joe se fâche beaucoup et dit à Marilyn que jamais elle doit faire la même chose. Mais Marilyn a mis presque 10 ans à créer son personnage. Elle ne va pas renoncer à lui. Alors, Norma Jean comprend que le prix de sa célébrité, le prix d'avoir construit Marilyn Monroe, c'est que Marilyn Monroe vient de lui enlever un mari et qu'elle a perdu un de ses amours de sa vie. Et notre troisième protagoniste aussi, la voilà, notre Carson McCullers, qui a beaucoup de succès avec plusieurs romans. Elle a une vie incroyable, elle publie Frankie and the Wedding, The Ballad of the Sad Café. Elle a une vie personnelle étrange et bohémienne. En fait, elle se sépare de Reeves, qui lui semble complètement inutile. Elle se sépare en 1941. Et Carson va vivre à New York, dans une communauté artistique de Brooklyn, avec, je ne sais pas, Paul Bowles et sa femme Jane Bowles. Elle a aussi beaucoup d'aventures, même des aventures homosexuelles, parce qu'elle veut goûter l'amour libre et elle tombe amoureuse des hommes et des femmes. Et puis, elle retourne à nouveau avec son cher Reeves, qui est allé combattre en guerre et qui est devenu pour elle un héros de guerre. Et elle est heureuse de cette façon. Jusqu'à quand? En 1947, lorsqu'elle a seulement 30 ans, elle a un accident cérébral qui la laisse totalement immobilisée du côté gauche du corps. Nous voyons ici le résultat de sa maladie. La maladie l'empêche d'être, mais surtout, la maladie l'empêche d'écrire. La frustration et le désespoir l'envahissent complètement. Elle n'arrive plus à créer. Comment une écrivaine peut perdre l'écriture, elle se demande. Et puis, elle écrit. Ah, la douleur, pratiquement, n'a jamais pitié de moi. En 1953, Reeves lui propose de se suicider ensemble. Et elle pense vraiment au suicide, afin de mettre fin à cette douleur. Les moments terribles où la vie nous prend tout. Les moments terribles où la vie nous arrache ce que nous aimons. Le moment terrible dans lequel Karen nous donne son avant-dernière devise, qui est « Pourquoi pas ?» Pourquoi pas? Étrange devise, pourquoi pas? Karen Blixen retourne au Danemark en 1931. Elle est totalement désespérée. Elle a 46 ans, elle a tout perdu. Elle doit retourner à la maison de famille qu'elle a toujours détestée, vivre avec une mère qu'elle n'a jamais supportée. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'amour, elle n'a pas d'argent. C'est vraiment une personne qui a tout perdu. Broken, comme on dit en anglais. Un jour, en lisant le journal, elle voit qu'il y avait une expédition polaire, en fait un bateau, qui avait à peine eu un accident et qui avait tout perdu. Et le bateau s'appelait « Pourquoi pas ?» Et elle commence à réfléchir sur ce mot « Pourquoi pas ?» Elle considère que c'est une bonne devise quand on est désespéré. Elle considère qu'au début, il y a ce pourquoi qu'on demande toujours au destin. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi cet accident à moi? Et puis il y a ce pas qui est une négation. Et il y a un point interrogatif juste derrière. Voilà que lorsque la vie nous donne une gifle, lorsque la vie nous pousse dans les profondeurs noires du puits du désespoir, Karen dit que la seule chose que nous pouvons faire, c'est commencer à remonter petit à petit. Et elle dit aussi que juste à ce moment, il faut être encore plus courageux. Essayer de faire ce que nous pensions jamais que nous pouvions faire. Il faut faire quelque chose d'incroyable, d'absurde même. Elle, qui n'a absolument rien qui lui est resté, ce qu'elle fait, c'est en fait s'enfermer dans une chambre, fumer beaucoup de cigarettes
et commençait à mettre en ordre toutes les histoires que, de façon désordonnée, elle racontait à son cher Dennis. Des histoires en anglais qui rappelaient les Mille et une nuits et qui n'avaient absolument rien à voir avec la littérature d'entre-guerres dont on publiait à l'époque. Elle réunit tous ses écrits après 4 ans de travail dans un livre qui s'appelle Seven Gothic Tales, 7 histoires gothiques. C'est un livre en fait qui est très difficile à publier parce qu'il est écrit en anglais au Danemark et il parle des Mille et une nuits à une époque dans laquelle personne ne se soucie pour les Mille et une nuits. Mais à la fin, elle arrive à le publier. Et j'aime bien cette photo parce que c'est le moment dans lequel elle gagne un prix de littérature. Et c'est peut-être le seul moment dans lequel sa mère, avec un rapport difficile avec Karen, est totalement orgueilleuse d'elle. Nous la voyons ici dans la photo. Cette année, pour distiller la tristesse d'une fermière qui voulait seulement avoir une ferme en Afrique et qui en fait est devenue écrivaine sans le vouloir. Cette année, pour distiller tous les souvenirs et créer un des plus beaux livres de la littérature universelle, qui s'appellera Out of Africa, Ferme africaine, qui est en fait un livre sur la nostalgie, sur comment, avec la perte, on réinvente la réalité. Cette année, pour écrire un chef-d'œuvre, et cette année, pour une écrivaine qui n'a jamais désiré être écrivaine, parce que toujours et encore, même en littérature, elle rêve de continuer à être une fermière. Et dans un autre endroit, à une autre époque, une autre femme, en fait, commence à changer son destin. Voilà que notre Marilyn Monroe, qui a 29 ans, un âge difficile pour une actrice à l'époque, décide qu'en fait, elle n'a rien à voir avec cette freak de Marilyn Monroe qui la regarde impertinente de tous les édifices parce qu'ils sont en train de faire publicité à un de ses films et ils ont mis une image énorme de Marilyn Monroe, les jupes au vent. Vous savez que Norma Jean avait un très haut coefficient intellectuel. Combien de belles femmes il y a eu? Et combien de Marilyn Monroe il y a eu? Elle a construit un personnage mythique et elle n'est pas disposée qu'on la considère une blonde stupide comme on l'a considérée à l'époque. Donc à 29 ans, elle décide de tout quitter. Elle va étudier à New York à l'Actors Studio. Un studio dont vous connaissez l'Actor Studio qui a été très fameux. Marlon Brando a étudié là-bas, Robert De Niro a étudié là-bas, tous les grands acteurs ont étudié là-bas. Elle s'inscrit juste comme une élève en plus et elle veut devenir actrice dramatique. Elle demande au producteur de lui laisser choisir ses parts dans les prochains films. Elle décide même de fonder la Marilyn Monroe Production. Elle apprend comme si c'était une élève en plus. Son professeur, Lee Strasberg, attrape immédiatement la tempête intérieure que Marilyn a à l'intérieur. Cette tempête de fille abandonnée, cette tempête de fille mal aimée. Elle commence à cette époque aussi à faire une psychanalyse. Et juste en ce moment, toutes les photos de Marilyn Monroe que nous voyons sont différentes. Elle commence à se faire photographier avec des livres. Elle veut qu'on la reconnaisse comme une intellectuelle. Et apparaît aussi cet étrange personnage, Paula Strasberg, appelée aussi le Corbeau Noir, qui l'accompagnait comme une coach d'interprétation à tous les tournages et qui était détestée par tous les directeurs de cinéma. Mais Marilyn veut changer, elle devient ambitieuse, elle veut devenir une actrice dramatique. Et alors, intellectuelle comme elle se sent, elle tombe amoureuse d'un autre grand intellectuel, le grand écrivain Arthur Miller. Un amour en fait qui va lui provoquer beaucoup de douleur, parce qu'Arthur Miller ne savait pas qu'il avait entre les bras une petite fille épouvantée. Il pensait qu'il avait entre les bras une grande actrice. Et il n'a pas été capable de l'aimer et de reconnaître son âme. Il lui a provoqué beaucoup de douleur. Mais Marilyn, en ce moment, est heureuse entre les bras de son aimé, parce qu'elle a risqué et elle a réussi à changer sa peau à nouveau, parce qu'il faut toujours se réinventer dans la vie. Et maintenant, elle rêve d'être une actrice dramatique. Et quand, à notre Carson McCullers, j'aimerais vous raconter, parce que les histoires, elles sont comme ça, qu'en fait, elle réussit à se remettre de sa maladie et qu'elle commence à écrire à nouveau et qu'elle devient une écrivaine fameuse à nouveau.
Mais moi, je raconte des histoires de vie véritables et je ne peux pas mentir. Carson McCullers est envahi par la douleur. Carson McCullers n'arrive plus à écrire. Carson McCullers a tellement de tristesse qu'elle devient alcoolique. Ses amis sont pleins de soucis pour elle. Et c'est à un certain moment, un de ses meilleurs amis, le grand dramaturge Tennessee Williams, qui lui conseille de commencer une psychanalyse. C'est alors qu'elle connaît sa grande psychologue et sa meilleure amie, Mary Mercer. Mary Mercer écrira de très belles paroles sur Carson McCullers. Elle reconnaîtra le grand courage de Carson McCullers devant une maladie paralysante. Elle dira que rarement dans la vie on a le privilège de connaître quelqu'un qui a la noblesse d'esprit de Carson McCullers. Une femme tellement honnête, une femme qui veut continuer à vivre malgré tout, malgré la douleur, son immense et fondamentale joie de continuer à vivre. Mary Mercer aimait évoquer l'humour de Carson McCullers, même son humour noir, afin de maintenir le bouclier du rire devant la maladie. Et de toutes les batailles que je vous ai racontées, je dois vous confesser que celle que j'apprécie le plus, c'est celle de Carson McCullers, qui doit en fait lutter contre la maladie pour démontrer que c'est un être humain, simplement un être humain. De se voir vrai, non le pouvoir, non la position, mais vraie, humaine. Il y avait un prof de philosophie qui me disait toujours, Véronica, tu sais, on parle beaucoup d'êtres humains, mais moi je vois beaucoup d'êtres et très peu humains. Parce que pour être humain, il faut travailler, il faut avoir le courage, il faut se remettre en question, il ne faut pas se mélanger avec son personnage. Et voilà que lorsque la vie nous a donné beaucoup de coups, et nous nous approchons déjà à la fin de cette histoire, nous avons la dernière devise, qui est la devise de la maturité. Karen raconte qu'il y avait en Angleterre un petit village qui avait une muraille autour. Et dans les murs, il y avait 3 portes. Dans la première porte, il y avait écrit « Soyez audacieux ». Dans la deuxième porte, il y avait écrit « Soyez audacieux ». Dans la troisième porte, il y avait écrit « Ne soyez pas trop audacieux ». Parce que la dernière leçon, la leçon de la sagesse, dit Karen Blixen, est l'humilité et la capacité de comprendre qu'à la fin, le destin a toujours la dernière parole. Et alors, comme on fait en religion, soit faite ta volonté, soit faite la volonté du destin. Je ne sais pas si j'ai réussi un peu à vous toucher, et je ne sais pas si j'ai réussi un peu, comme je vous disais au début, de faire que ces 3 femmes qu'on rencontre à nouveau soient des êtres humains comme nous, peut-être même des amis imaginaires. Vous les voyez ici pleines de glamour dans le dîner. Mais maintenant, nous les connaissons un peu mieux et nous savons les batailles de chacune d'elles. Marilyn qui sourit et avec un mari, presque un mariage cassé, malgré le glamour. Et sincèrement, combien d'entre nous se rappellent de Marilyn Monroe comme d'une actrice dramatique? Elle a essayé, mais après le destin a décidé. Et quant à Karen Blixen, la grande écrivaine, qui en fait voulait être fermière, et qui a parlé toujours de cette femme africaine qu'un jour elle a perdue, bataille après bataille. Simplement, elle s'est maintenue debout et elle s'est inventée une et une autre fois, ce qui est notre devoir dans la vie si nous voulons être des êtres humains comme il faut. Quant à Carson McCullers, difficile qu'elle dansait sur la table parce qu'elle avait un côté du corps paralysé. 1959. En 1962, Marilyn Monroe et Karen Blixen vont mourir. Et en 1967, ça sera le tour de Carson McCullers. Le destin, après tout, a toujours la dernière parole.
Et quant à nous, qu'avons-nous appris? 5 devises. Comme un aigle dois-je grandir? Naviguer est nécessaire, vivre n'est pas nécessaire. Je répondrai, pourquoi pas? Soyez audacieux. Ne soyez pas trop audacieux. Et nous, mes chères sœurs, sommes-nous des aigles ou des agneaux? Nous avons eu le courage de naviguer loin, très loin, dans le voyage le plus difficile, qui est le voyage intérieur, pour se connaître soi-même profondément. Avons-nous le courage de montrer au destin notre essence et de chanter notre chanson unique à la lune? Avons-nous accepté le succès et l'échec qui sont en fait deux faces de la même médaille? Et avons-nous eu le courage, lorsque la vie nous a jetés à terre, de nous remettre debout et de recommencer avec les petites ressources qui sont restées dans notre pouvoir et la volonté seule qui peut-être nous continue à répéter « continue, continue, supporte, continue ». Et avons-nous appris la leçon la plus difficile, qui est la leçon de la sagesse, qu'à la fin, le destin a toujours la dernière parole et que c'est lui qui va décider pour nous. J'aimerais vous quitter avec cette petite histoire que racontait Karen. Il y avait un homme qui avait une fenêtre et une petite maison ronde avec un jardin triangulaire et un lac à côté. Un jour, il sent un grand bruit dans le lac et dans la nuit, il sort. Il tombe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il retourne à la maison et il ne comprend pas ce qui arrive. Et à nouveau, les bruits qui ne le laissent pas dormir. Il commence à nouveau à marcher dans la nuit. Il tombe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le matin, en fait, lorsqu'il regarde par la fenêtre, il découvre que le bruit était provoqué par une perte dans le lac. Mais surtout, il découvre que ses pas, dans la nuit, ont dessiné une cigogne. La cigogne est pour Karen le destin qui se révèle. Le petit homme reste complètement bouche bée, parce qu'en fait, peut-être lui, il aurait désiré dessiner un loup ou un lion ou un ours, mais c'est pas dans la nuit du destin. On dessinait une cigogne. Bienheureux, dit Karen, la personne qui peut un jour regarder à la fenêtre de sa vie la belle cigogne, étrange et surprenante, que ses pas dans le destin et dans le noir ont dessinée sans le savoir. Du plus profond de mon cœur, je vous souhaite à tous de dessiner une merveilleuse cigogne avec votre destin et de pouvoir la regarder un jour souriante et surprise. Et colorine, colorée, cette histoire est maintenant terminée. Merci. Merci. Thank you so much, Veronica. Merci beaucoup pour cet bel cadeau. Let me unmute everyone, or just to open the session so we can, let's see, okay. The worst part you can. Oh no, I muted everyone. Allow participants to mute themselves. There you go. Okay, yes. Okay, so I think everyone can unmute yourself and speak.
Sarah, did you want to say something? Okay, you're No, muted. Sarah, you have to try several times because when you unmute, it's Okay, not working. done. I say that the worst part of the Zoom era is that you cannot clap your hand. And even if you clap them, it's not the same feeling as if you were to do it in person. So I cannot say a lot. I mean, I mentioned already at the beginning that I am too close to Veronica to tell her how much I appreciate. And now again, I'm in English. Je devrais parler en français. No, now we can speak in English, Okay. because the only thing is that I'm not able to translate simultaneously because I wrote it in Spanish. And in French, I can do simultaneous translation, but in English, I need some help to translate it. I'm not able simultaneous translation. Okay, So now we can speak in English. I will not say or give any comments because I am too close to you, but I'm just going to report a few comments that are in the chat, and all the people loved your story. And I think I mean, maybe I will just say it's a different story compared to the ones that we're used to see